peut-être avez-vous lu le Camp des Saints de Jean Raspail, c'est 1973. Ouais, c'est ça. Il avait tout anticipé, il y il avait tout vu. avait un côté malheureusement prophétique, parce qu'on est un certain nombre souvent à espérer que ce qu'on voit advenir n'advienne pas. Et en réalité, il y a eu ce premier bateau qui sans doute en appelle d'autres, parce que c'est la faiblesse qui s'est exprimée là. On avait l'Italie avec Giorgia Meloni qui a dit non, et la France qui a dit oui. Et ce bateau est passé, et c'était notre rôle, je crois, c'était notre, je dirais au-delà de notre rôle, notre fonction, peut-être même notre mission, que d'être là ce jour-là. Bonjour Philippe Vardon. Bonjour. Bienvenue à la chaîne Reconquête. Merci de cette invitation. On a 66 000 abonnés maintenant et on reçoit en général, comme vous le savez, des cadres dirigeants du parti, en tout cas depuis la présidentielle. Vous êtes un personnage particulier, Philippe. Vous êtes au même titre que Damien Rieu, je pense que vous avez beaucoup intéressé nos auditeurs et les abonnés de la chaîne, et même les Français qui tomberaient sur cette interview par hasard et qui auraient envie de s'intéresser au mouvement Reconquête, parce que d'abord vous avez un passé un peu sulfureux, hein, il faut bien le dire. Vous êtes aujourd'hui principal conseiller d'opposition de la ville de Nice, conseiller régional, donc vous êtes quelqu'un d'implanté localement et tout à fait évidemment respecté à ce titre, mais vous avez une jeunesse quand même assez agitée, qui a fait parler de vous. Militante, voilà, on va dire ça comme ça, mais qui vous a parfois fait prendre des chemins de traverse qui vous ont mené dans des situations qui n'étaient pas toujours simples. Est-ce que vous pourriez, pour nos téléspectateurs, avant qu'on commence véritablement l'interview, je dirais, expliquer un petit peu les mésaventures qui ont pu vous arriver, soit parce que vous trouviez en compagnie de néo-nazis, alors bon, votre accusatrice avait été condamnée pour diffamation à votre demande, ou soit parce que vous étiez battu sur le parking d'un supermarché, et là encore, la peine de prison qui vous avait été infligée en première instance avait été levée en appel. Mais est-ce que vous pourriez quand même rassurer, allez, on va dire un peu, nos abonnés sur le bien fondé de votre arrivée chez Reconquête? Il y a du travail. Je pense que le bien fondé de mon arrivée chez Reconquête, c'est d'abord parce qu'on a estimé que je pouvais y être utile, et que j'ai estimé que je pouvais y être utile. Et c'est le sens de mon engagement politique depuis qu'il a pris la forme de la maturité, ce qui n'arrive pas toujours au début, en général, dans la vie. Et dans l'engagement, c'est pareil. Moi, je me suis engagé dans ma prime adolescence à 14 ans, au moment où j'ai vraiment eu une prise de conscience identitaire, ce qui n'est pas pour moi un gros mot, c'est-à-dire la conscience de petit à petit me sentir devenir étranger sur mon propre sol. Mon propre sol, c'est effectivement ma ville de Nice. Du côté paternel, je suis issu d'une très vieille famille niçoise. Ma maman est pied noir d'Algérie. Et c'est vrai que j'ai eu le sentiment à l'adolescence, j'ai grandi dans une des cités chaudes, comme on dit, de Nice, que j'ai vu évoluer, la fameuse mixité sociale, qui est un peu le mot prudent pour parler de mixité ethnique, disparaissant petit à petit. Et pour le dire très simplement, quand nous sommes arrivés dans cette cité à la fin des années 80, moi, je suis grandi dans les années 80-90, quand on est arrivé dans cette cité, on habitait dans un immeuble où il y avait des familles maghrébines, des familles originaires d'Afrique, des familles portugaises, quelques familles françaises, et quand on en est parti, on était les derniers Gaulois, comme on disait dans mon quartier, de l'immeuble. Et c'est vrai que cette prise de conscience mêlée aussi avec un sentiment lié d'injustice sociale, quand je voyais ma mère trimer, faire 3 boulots à la fois pour essayer de nous maintenir, mon frère et moi, à un niveau de vie convenable, essayer de nous donner le meilleur. Tout ça a fait que j'ai eu une première prise de conscience qui était à la fois identitaire et sociale, avec ce sentiment d'injustice. Et effectivement, à l'adolescence, sans doute par tempérament, j'ai cherché. On était à l'époque où on avait les premières bandes qui émergeaient, les bandes de racailles qui s'imposaient, et moi j'ai aussi cherché la force d'un clan, ce qui a pu amener parfois un certain nombre de maladresses. Encore une fois, la vie politique, la droite nationale, la droite radicale n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui dans les années 90. Donc j'ai pu parfois fréquenter les mauvaises personnes, me retrouver au mauvais endroit. J'en ai tiré des leçons, des enseignements, notamment le rejet dans ce qui a été ma construction politique, petit à petit, de toute forme de marginalité et de provocation. Il y a eu, dans les années 90, il y avait aussi la volonté, quelque part, du système d'enfermer la contestation de l'immigration-invasion, pour le dire simplement, dans la provocation stérile, souvent dans la nostalgie, et de finalement
tenir ceux qui en étaient les principaux contestataires dans un angle de marginalité, de radicalité mal pensée, etc. Et de ce que j'ai pu vivre, moi, pendant mes premières années d'engagement, de ce que j'ai pu en tirer comme enseignement, comme constat, petit à petit a émergé l'idée qu'il fallait se tenir à distance de cela, et c'est ce qui a conduit en réalité à la création du mouvement identitaire. Les identitaires, on est quelques années plus tard. Le bloc identitaire, hein, c'est ça ? Alors il y a eu les identitaires, le bloc identitaire, les jeunesses identitaires. En fait, ça remonte à il y a 20 ans, donc ça devient des sujets d'historiens, des idées politiques. Mais génération identitaire. Mais il y avait Génération identitaire a été, à mes yeux, la forme la plus aboutie finalement de ce que nous, je dirais les fondateurs, les pionniers, je sais pas comment dire, avons commencé à amorcer à partir de 2002. Il y a déjà 20 ans. Génération identitaire a sans doute été la forme la plus aboutie, d'abord dans la qualité de l'action, dans la réflexion, dans ses aspects intellectuels, idéologiques, etc. Mais on a fait, c'est vrai, un travail de défricheur qui, petit à petit, venant, je le dis sans fausse pudeur, venant plutôt de la droite radicale, nous a éloignés de cette mouvance, et c'était une démarche volontaire. Il y a eu d'abord pour nous le rejet de toute forme de nostalgie malsaine, rejet de tous les totalitarismes, rupture avec toute forme d'antisémitisme et même d'antisionisme, ce qui nous a valu à l'époque, dans un certain nombre de publications très radicales. Par exemple, vous disiez le bloc identitaire, il y a eu, fut un temps où, dans une certaine presse, on écrivait le bloc identitaire BLOCH. Vous voyez l'identité derrière. Moi, j'ai eu à être caricaturé avec une kippa parce que on me reprochait justement cette rupture absolue avec toute forme d'antisémitisme, et donc, pour un certain nombre de ces marginaux politiques, nous étions alors d'horribles traîtres. Et nous avons fait le choix avec les identitaires de nous situer en rupture avec ceux-là. Parfois, ça a même été une rupture physique, c'est-à-dire qu'il nous est arrivé quelquefois de devoir imposer ce qui était nos positions, y compris vis-à-vis de ce qu'on peut appeler l'extrême droite, pour le dire simplement, la plus marginale, la plus nostalgique, la plus provocatrice. Il a fallu aussi s'imposer physiquement et imposer nos vues. Nous avons fait effectivement du combat pour l'identité française, l'identité locale, l'identité française, l'identité européenne aussi, avec cette dimension civilisationnelle, le cœur de notre engagement, et ça s'est situé dans une rupture absolue. Et c'est marrant, vous parliez tout à l'heure de la dissolution de Génération identitaire à l'instant. Moi, je pense que Gérald Darmanin a commis une erreur absolue. D'abord, parce que je pense que le combat de Génération identitaire était légitime, mais en plus, je pense qu'en interdisant cette association qui permettait d'amener, je crois, sur le bon chemin un certain nombre de jeunes qui peuvent être mus par des sentiments sains, mais parfois se retrouver, je crois, des chemins de traverse. Effectivement, être amené. Oui, je pense qu'il a ouvert la voie à une forme un peu de régression politique. Et on voit comme ça, de ci, de là, des petits groupes très désorganisés, etc. Je pense qu'il a eu là, voilà, c'est sans doute quelque chose de vraiment dommageable. D'abord, encore une fois, parce que Génération identitaire menait un combat légitime, mais en plus parce que les identitaires ont vraiment eu cette vocation, ce qui n'est pas forcément la perception que peuvent en avoir les journalistes de Libération, par exemple, mais en réalité a sorti, je pense, des générations entières de militants qui auraient pu peut-être emprunter certains mauvais chemins sur lesquels moi j'ai pu me retrouver dans les premières années de mon engagement. Et on a eu la vocation comme ça à donner un horizon réellement politique, à avoir une action saine et une philosophie politique saine. Donc Gérald Darmanin, pompier pyromane. Sans doute, en l'occurrence, pas pompier du tout, mais pyromane, c'est certain. Puis il laissera quand même à la postérité l'idée que c'est à la fois le ministre de l'Intérieur qui a dissous Génération identitaire après des actions symboliques dans les Alpes, on s'en rappelle, ou dans les Pyrénées contre l'immigration, et qui a fini par accueillir l'Ocean Viking, qui était le premier ministre de l'Intérieur français à laisser rentrer un bateau de migrants dans un port français. Quand on met les deux en parallèle, c'est sans doute ce qu'il laissera comme souvenir. Très bien, Philippe. Donc, vous nous avez rassurés. On se doute d'ailleurs que Sarah Knafo, Éric Zemmour, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay et même Marion Maréchal n'auraient pas fait venir quelqu'un... Je ne crois pas que je sois un affreux personnage, mais, voilà, évidemment qu'il faut toujours, quand l'occasion en est donnée, peut-être tordre le cou à un certain nombre de caricatures assez anciennes. Moi, j'ai des engagements qui sont très clairs depuis longtemps. Et puis, vous l'avez dit, effectivement...
Je suis un élu, je suis aujourd'hui un élu, un père de famille, un chef d'entreprise. C'est sans doute ce qui me caractérise le plus. Alors pourquoi, j'en arrive directement à Reconquête, évidemment, hein, on est sur la chaîne du mouvement maintenant, chaîne officielle. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas rejoint Reconquête avant la présidentielle, soit au moment du congrès fondateur de Villepinte, soit ensuite tout au long de la campagne, où finalement vous vous présentez aux législatives, c'est-à-dire en mai-juin, d'abord avec l'espoir que peut-être le Rassemblement national va vous accorder une investiture, puis voyant qu'ils ne le font pas, et même qu'ils envoient quelqu'un contre vous, à ce moment-là, c'est Reconquête qui vous donne l'investiture, et là on s'y perd un peu, et on se dit, c'est quand même très tard dans l'année 2022, et en même temps, il est chez lui, hein, de toute évidence, vous êtes bien ici, vous êtes bien chez nous, et chez vous, et c'est tout à fait en accord avec vos idées toujours. Alors expliquez-nous le hiatus entre votre parcours, je dirais, de cette dernière année, et puis vos idées qui, elles, n'ont pas varié. Non, moi, j'ai fait les choses de manière très claire. Tout d'abord, vous avez cité des gens tout à l'heure comme Nicolas B, comme Marion Maréchal. Ce sont des gens dont j'ai depuis longtemps, dont j'ai toujours été proche, y compris au sein du Front National puis Rassemblement National. Moi, en réalité, je me suis engagé au Front National en 2015 lors des élections régionales où j'ai été élu aux côtés de Marion Maréchal, et puis ensuite j'ai eu tout un parcours. J'ai fait partie de l'équipe présidentielle de Marine Le Pen en 2017. J'ai dirigé la campagne de Jordan Bardella aux élections européennes. Ouais, j'ai dirigé sa campagne. Ensuite, avec le succès qu'on connaît, parce qu'il a fait un excellent score. Oui, c'est pas mon succès, mais j'ai sans doute participé, en tout cas à cela, oui. Et ensuite, il y a eu, voilà, j'ai été tête de liste à Nice aux élections municipales, où nous avons effectivement eu le score le plus important que le RN n'ait jamais réalisé à Nice, mais aussi le score le plus important des listes du département, donc plutôt un succès à notre échelle, et nous sommes toujours, puisque les élus qui ont été élus à mes côtés au conseil municipal et au conseil métropolitain sont toujours avec moi. Nous sommes la principale force d'opposition à quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Christian Estrosi, et nous sommes la principale force d'opposition. Vous ne le portez pas dans votre cœur, je crois. Ah, je dirais pas que je le porte pas dans mon cœur, parce qu'il m'a jamais volé mes jouets, mais effectivement, je m'oppose, et depuis très longtemps, à la politique néfaste qui mène à Nice, dont la principale illustration, et sans doute là où nous avons eu les affrontements les plus durs, c'est sur la question de ces compromissions avec un certain nombre d'organisations islamistes, notamment liées aux frères musulmans. J'ai même eu l'occasion de faire condamner à 2 reprises, encore tout récemment, la municipalité Estrosi, pour ce qu'on pourrait considérer, disons, comme des petits cadeaux faits à ces organisations qui sont en gros de la galaxie OIF, c'est-à-dire les frères musulmans islamistes. C'est un sujet, il y en a plein d'autres sur lesquels, mais si je vous fais 40 minutes sur Nice, on va perdre quelques spectateurs en chemin. Mais qui passe son temps effectivement à dire qu'il lutte contre l'islam et qui se fait condamner par votre truchement, c'est vrai que c'est risible, si on peut dire. Il y a un Estrosi de plateau télé, et puis il y a la pratique politique à Nice, où avec ce qui s'approche, voilà, c'est du clientélisme électoral cynique. Estrosi, sans doute, croit qu'on peut gérer de la même façon une association de boulistes et les frères musulmans. Or, c'est un petit peu différent. Et effectivement, j'ai eu l'occasion notamment de faire condamner la municipalité là-dessus, et puis d'avoir un affrontement récurrent sur le sujet, et puis sur d'autres, sur une vision de la ville qui n'est pas la même. Nous sommes la principale force d'opposition. En 2021, j'ai été réélu au conseil régional. J'ai dirigé la campagne de Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, et effectivement, vous avez compris, c'est ce qui nous amène vers la présidentielle. C'était à l'occasion de l'élection présidentielle. Moi, je n'ai pas souhaité faire partie de l'équipe de campagne de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle. Ça m'avait été proposé, voire demandé, parce que je ne sentais pas les choses. Je ne savais pas où allait cette campagne. J'étais pas à l'aise avec tout ça. On sortait d'un congrès où j'avais le sentiment que tous ceux qui représentaient je dirais ce qu'on appelle aujourd'hui la droite civilisationnelle au sein du RN avait été plutôt marginalisée. C'était le cas de Nicolas B, c'était le cas de Stéphane Ravier, c'était mon cas, et les choses ne me semblaient pas aller dans la bonne direction. Donc j'ai pas fait cette présidentielle dans le staff de Marine Le Pen. J'ai mené campagne localement avec mes équipes, en observant ce qui se passait évidemment du côté de la campagne d'Éric Zemmour. J'avais déjà eu l'occasion de rencontrer Éric quelques fois avant. J'ai suivi ça, j'ai suivi aussi le départ, je dirais, de ceux que j'aimais et de ceux qui m'aimaient du parti. C'était pas une chose évidente, mais voilà, si vous voulez, pour moi la politique c'est quelque chose de très collectif, et j'ai pas souhaité en pleine campagne présidentielle opérer un changement, un chambardement qui aurait été imposé d'abord aux élus qui sont à mes côtés, aux militants qui nous suivent. C'était quelque chose d'assez compliqué réellement pour moi, je le dis très sincèrement, c'était assez dur. Et puis
à peu près au moment où Nicolas B est parti, Marine m'a appelé. On s'était pas parlé depuis un petit moment et elle m'a demandé de rester. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait de m'en tenir à ce que je lui avais dit ou pas? À l'été? Non, quand non, on était en mars, je pense. Début du printemps, pardon. Ouais. Bien sûr. Février-mars, ouais. Et effectivement, Marine m'a posé la question, est-ce que tu restes? On a eu un petit échange, elle m'a dit, non, mais quand je te demande, ce que je veux dire, c'est que moi, je souhaite que tu restes, et voilà. Je suis resté. Et effectivement, au moment, quand sont arrivées les élections législatives, j'ai eu, la réalité, c'est pas celle de la question uniquement de mon investiture ou pas mon investiture, etc. Il y a eu un moment politique, c'est-à-dire que moi, j'étais membre de notre conseil national, élu par les adhérents, et j'ai pris la parole dans la presse pour dire que je considérais qu'il fallait répondre à la main tendue par Reconquête, voilà, exactement, pour les élections législatives. J'ai fait une interview dans le Figaro, j'ai ensuite lancé un appel même au Conseil national, et j'ai demandé à ce qu'on étudie la possibilité d'avoir des candidats d'union. Je reste persuadé que, notamment dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment dans mon département des Alpes-Maritimes, cela aurait été favorable, je pense, y compris au Rassemblement national en réalité. Ouais, mais y compris au Rassemblement national. L'union des droites n'était absolument pas dans le logiciel du Rassemblement national. Sans doute, mais à ce moment-là, je me doutais bien que ma proposition serait accueillie fraîchement, mais voilà, j'ai fait ce que j'estimais le plus juste, y compris vis-à-vis de nos électeurs. Et je pense toujours qu'il y a eu une erreur fondamentale tactiquement à ce moment-là de la part du RN, parce que sans doute dans certains secteurs où Reconquête est plus fort que le RN, et il y en a, ou en tout cas où Reconquête occupe un espace, je pense ici en région parisienne par exemple, mais notamment dans mon département, je pense que le RN est passé à côté d'une occasion historique de voir une droite LR qui se révèle à chaque fois être plutôt macrono-compatible, être finalement balayé et remplacé par une droite civilisationnelle, Reconquête, qui ne se bouge pas le nez quand il s'agit d'éventuellement discuter avec le RN. Et je pense que là, il y a eu une erreur tactique, je n'en démords pas aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un certain nombre de cadres du RN. Et effectivement, j'ai été sanctionné pour cette preuve d'indépendance, et le RN non seulement a retiré mon investiture pour les élections, m'a retiré mon investiture pour les élections législatives, mais a aussi écarté tous ceux qui étaient considérés comme étant proches de moi dans le département. Ensuite, comme j'ai eu l'occasion de le dire, moi, c'est pas dans un bureau parisien qu'on peut décider si je suis candidat à Nice chez moi, donc j'ai décidé moi de maintenir ma candidature. Et Reconquête assez logiquement m'a apporté son soutien. J'étais pas un candidat Reconquête à ce moment-là, mais en fait la candidate qui était prévue pour être candidate pour Reconquête, Hermine Falicon, a été ma suppléante, et on a incarné cette candidature d'union à l'occasion des élections législatives. Et puis après, petit à petit, voilà, je suis passé d'un statut, on pourrait qualifier de compagnon de route, comme on disait avant, au Parti communiste. Je me suis rapproché progressivement de Reconquête. Je suis intervenu à l'université d'été. Et puis je dois dire que l'enthousiasme, On peut retrouver d'ailleurs votre intervention sur la chaîne Reconquête. Ouais, je suis intervenu sur le militantisme, justement. Parlant d'expérience et puis d'empirisme aussi. Mais voilà, j'ai considéré petit à petit que sans doute il y avait des choses à faire là. Et puis les échanges que j'ai pu avoir avec Eric, avec les membres du bureau exécutif, avec Sarah, m'ont convaincu que je pouvais apporter au parti. Et donc en novembre, j'ai adhéré officiellement à Reconquête. Et d'ailleurs, je le dis souvent parce que c'est pour moi significatif. J'ai annoncé le lundi mon adhésion officielle dans une interview mon adhésion officielle à Reconquête dans une interview. Et le vendredi, on était à Toulon autour d'Eric pour l'arrivée de l'Ocean Viking. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'étais vraiment là où je devais être géographiquement ce jour-là, mais politiquement aussi. Ouais, vous étiez avec Stéphane Ravier en tête de pont, je vais dire. Vous étiez quelques-uns. Vous étiez quelques-uns, mais c'est vrai que tous les deux, on vous a beaucoup vu. Philippe, on va passer sur l'épisode Rassemblement National, qui est un très long épisode de votre vie, mais moi, je comprends très bien que vous n'ayez pas envie forcément d'y revenir et de toujours tout ramener au match Reconquête Rassemblement National. C'est effectivement. Parce que je considère qu'on doit. Vous allez nous expliquer d'ailleurs, oui, pourquoi. Aujourd'hui, vous êtes animateur
national pour formateur en fait chez Reconquête. Et dites-nous ce que vous faites exactement. Pas mal de choses. En effet, mon titre formel, c'est délégué national à l'animation. Je suis par ailleurs sur le plan territorial chargé de mission régionale, avec la mission de chapeauter les fédérations de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est pas une région anodine pour le moment, c'est la région phare, je dirais, avec notamment le département des Alpes-Maritimes, mon département, qui a apporté 14% à Éric Zemmour lors de l'élection présidentielle. Donc c'est vraiment un secteur important, l'ensemble de notre région, mon département aussi, mais sur le plan national, je suis délégué national à l'animation, donc je travaille notamment avec Sarah Knafo, et puis en coordination avec l'ensemble de nos vice-présidents. Alors je dis souvent, je fais la blague, délégué national à l'animation, ça veut pas dire que je fais DJ dans les baptêmes. En réalité, je suis en charge de m'assurer que le parti soit toujours en mouvement, voilà, qu'il se passe toujours quelque chose. Donc c'est aussi le montage de campagne. Je parlais à l'instant de cet accueil de l'Ocean Viking à Toulon. C'est la première chose sur laquelle j'ai travaillé. Voilà, il a fallu finalement en quelques heures savoir ce qu'on allait faire, savoir ce qui serait le plus juste politiquement, le plus efficace. Et c'est vrai qu'on a fait ce choix de se rendre physiquement sur place, parce que je pense que les gens sont aussi sensibles à ça. C'était en son temps la force d'un Sarkozy, par exemple, hein, on s'en rappelle, vous en avez assez, toujours etc. Un coup d'avance, hein, c'est ce qu'il il faut avant que les médias il faut être capable. La politique, c'est la vitesse. Et effectivement, il faut être capable d'être agile. Et finalement, même quand on monte cette présence à Toulon, on ne sait pas s'il y en a peut-être pas d'autres qui sont déjà en train d'y penser, ou qui sont peut-être déjà dans un avion ou en train de s'y rendre. Vous pensez que ça a eu un effet, ce déplacement en masse de Reconquête là-bas? En tout cas, si on regarde les images, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un effet médiatique, il y a eu un impact médiatique, c'est-à-dire que notre force aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer les choses, c'est de pouvoir faire passer le mur médiatique à un certain nombre de sujets qui parfois seraient traités rapidement ou pas traités du tout, et nous avons donc amené une lumière politique, et puis donner surtout notre vision de la situation ce jour-là. Et c'est ça aussi notre mission aujourd'hui dans la vie politique française, c'est de porter cette parole qui est partagée bien au-delà, en réalité, de ceux qui ont fini par voter pour Éric Zemmour. D'abord, on le sait, parce qu'on sait tous quels ont été à un moment les scores dans les enquêtes d'opinion, donc ça veut dire que c'est une parole qui touche bien plus largement, mais qui touche aussi des gens qui ont voté pour d'autres candidats ou candidates. Je pense pas forcément uniquement à Marine Le Pen, mais il y a évidemment des gens qui ont voté pour Valérie Pécresse, et peut-être vais-je vous surprendre, mais aussi pour Emmanuel Macron, qui sur un certain nombre, non seulement de constats, mais aussi de solutions, partagent nos positions. Et nous, c'est notre mission. Quand il se passe, il faut être au rendez-vous historiquement. Et quand il se passe quelque chose comme l'arrivée de l'Ocean Viking, qui a été un moment, je crois, vraiment historique, c'est la première fois. Peut-être avez-vous lu le Camp des Saints de Jean Raspail, c'est 1973. Ouais, c'est ça. Il y avait tout anticipé. Il y avait un côté malheureusement prophétique, parce qu'on a un certain nombre, souvent, à espérer que ce qu'on voit advenir n'advienne pas. Et en réalité, il y a eu ce premier bateau qui sans doute en appelle d'autres, parce que c'est la faiblesse qui s'est exprimée là. On avait l'Italie avec Giorgia Meloni qui a dit non, et la France qui a dit oui. Et ce bateau est passé, et c'était notre rôle, je crois, c'était notre, je dirais au-delà de notre rôle, notre fonction, peut-être même notre mission, que d'être là ce jour-là. C'est vrai. C'est vrai. Alors, moi, j'identifie je change totalement de sujet, hein, j'identifie deux différences que vous pourriez éventuellement avoir avec le Zemmour pour lequel les gens se sont enflammés, hein, puisque vous le disiez vous-même, il est monté jusqu'à presque 19% d'intention de vote au début de l'année. Hein, donc, c'était absolument redoutable. Il était même donné deuxième dans certains sondages. J'identifie deux différences éventuelles. Vous allez me dire si je me trompe. La première, c'est le jacobinisme, parce que vous êtes quand même un élu local, et même provençal, ça vous semble un peu large comme appellation, parce que vous êtes niçois et que la Provence et Nice n'ont pas la même histoire, donc vous considérez comme niçois. Est-ce qu'il n'y a pas une, allez, j'allais dire double allégeance, faut pas exagérer, mais disons, est-ce que la petite patrie parfois n'empiète pas sur la grande? Et puis le deuxième petite différence que je vois, c'est le libéralisme économique, parce que vous êtes plutôt, allez, je vais pas dire osons le mot, socialiste, je dirais. Est-ce que vous voulez que je quitte immédiatement? Non, vous allez me corriger. Mais il y a quelque chose chez vous de collectiviste, voilà, un peu plus que de libéralisme économique que professe Zemmour. Est-ce que je me trompe? Alors,
je réponds par le plus choquant en premier. Je ne suis pas socialiste. Je l'ai jamais été. J'ai grandi dans la France de François Mitterrand avec des instituteurs qui portaient la petite main ne touche pas à mon pote sur leur veston en velours violet. Donc je crois que j'ai été guéri très très jeune du socialisme. En revanche, mais je crois comme Eric pour le coup. Je crois pas me tromper en le disant. J'ai une conscience sociale, ça c'est une certitude. Oui, je me considère pas libéral, mais après c'est un mot qui en France est un peu, il faut bien le dire, qui est un peu un gros mot souvent, qui est caricaturé aussi, mais je ne me considère pas comme libéral. Je suis attaché à la liberté d'entreprendre évidemment. Je considère que, parce que j'ai été chef d'entreprise, donc je sais aussi ce que c'est de voir les impôts s'accumuler jusqu'à ne plus savoir ce qu'on paye finalement. Je pense qu'on devrait laisser les entreprises un petit peu plus tranquilles, que ce soit d'ailleurs sur le plan bureaucratique ou sur le plan fiscal, mais j'aimerais en revanche que l'État protège davantage notre économie à nos frontières, ou aux frontières européennes d'ailleurs, on pourrait en parler aussi, mais si vous voulez un petit peu plus de liberté d'entreprendre à l'intérieur du pays, je pense que ça ferait pas de mal. En revanche, oui, je suis attaché à la solidarité nationale, très clairement, d'abord parce que on est aussi construit, vous savez, à l'extrême gauche, on dit souvent d'où tu parles, camarade, et ce qu'on vit, là où on est. C'est ce qu'on disait dans les amphis en 68 à la Sorbonne. Ce qu'on vit, ce qu'on a vécu nous caractérise aussi. Moi, je suis issu d'un milieu extrêmement modeste, mais c'est pour ça que je dis que je pense qu'Éric a une conscience sociale aussi poussée, et je suis, oui, extrêmement sensible à la détresse de mon peuple. Et ça a été sans doute un des moteurs centraux de mon engagement. Vous savez, comme élu local, nous on tient avec les élus de mon groupe une permanence tous les mercredis. Donc on a des bureaux à la mairie dans lesquels on reçoit les gens et on voit là effectivement des torrents de détresse, des torrents de détresse absolue, des gens qui sont dans des situations extrêmement compliquées. Et c'est vrai que j'aimerais bien que nos collectivités, que l'État s'occupe davantage des nôtres et un petit peu moins des autres. Et ça, c'est effectivement quelque chose de central chez moi, mais si je voulais faire un bon mot, je dirais que je constate qu'il est un petit peu plus simple d'être à Reconquête, peut-être d'être une aile sociale de Reconquête, si je pouvais aller jusque-là, que d'être une aile identitaire au RN. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une capacité à discuter, à échanger, qui est bien plus importante. Donc c'est vrai, je me considère pas comme libéral. D'abord parce qu'aussi, je considère que dans le libéralisme, il y a toute une dimension, vous disiez sociétale, mais il y a aussi cet aspect-là, ce qu'on appelle les libéraux libertaires, dont Macron est une certaine expression. Voilà, et vous savez par exemple, 68 heures, finalement. Oui, voilà, enfin l'espèce de version évoluée de ça, c'est-à-dire les 68 heures qu'on mal tourné en plus. Il y a même plus les aspects chantants et joyeux, voilà, exactement, le joyeux désordre. Et puis vous savez qu'aux États-Unis, quand on dit de quelqu'un que c'est un libéral, il y a vraiment cette dimension-là, c'est quasiment un équivalent, c'est la gauche sociétale, c'est la gauche morale. Et là, je me situe très loin de ça, évidemment. Oui, eux n'ont pas d'autres acceptions économiques que le libéralisme. Oui, c'est forcément le champ est beaucoup plus réduit. En effet, donc, mais voilà, je ne suis pas socialiste. Je tiens à rassurer tout le monde dans sans faux. Alors, oui, j'ai un enracinement d'abord personnel qui est très fort. J'ai un lien charnel avec ce pays niçois. Je peux dire assez facilement que c'est chez moi, que quand j'en suis trop longtemps loin, je m'y sens mal, je me sens mal, que voilà, donc il y a quelque chose d'abord de sentimental, quoi, d'affectif, de parfois même quasiment de physique. qui m'est arrivé quand j'ai passé beaucoup de temps à Paris, qui est une ville que j'ai appris à aimer, comme Marseille d'ailleurs, en tant qu'élu régional, ce qui n'était pas gagné au départ, mais il m'est arrivé quelques fois, lorsque j'ai dirigé la campagne des élections européennes de Jordan Bardella, par exemple, où j'étais pendant parfois des laps de temps importants à Paris, de rentrer, puis de rentrer à pied par la promenade des Anglais, depuis l'aéroport jusqu'à chez moi, c'est assez long, juste parce que il fallait que je respire la mer, il fallait que je sente ça. Donc j'ai d'abord un attachement affectif, un attachement familial, et je considère que oui, effectivement, la question est de savoir si je suis jacobin. La réponse est non. Je suis sans doute plus girondin. Oui, on a
esquissé une fois cette discussion, mais il faudra qu'on la pousse plus loin. Mais oui, si vous voulez, le jacobinisme aujourd'hui n'est plus la force qu'il a pu représenter à un moment, et n'est plus souvent, comme trop souvent, l'État aujourd'hui en réalité. C'est-à-dire qu'on n'a plus que les mauvais aspects et pas les bons. Il y a plus la force, il y a plus la protection, mais il y a juste le côté écrasant. Et oui, effectivement, je suis sans doute plus girondin. Et plus attaché aux libertés locales. Et vous savez, les libertés locales, sous l'Ancien Régime, par exemple, elles s'exprimaient très bien, et il y avait pas mal d'autorités en haut quand même. Oui, enfin on dit que la Révolution française est née précisément d'une trop grande décentralisation. Ouais. Enfin, on peut partir là-dessus, mais il fallait qu'une bourgeoisie prenne le pouvoir pour remplacer une aristocratie. Donc je crois pas que ce soit la décentralisation qui ait fait ça. Et d'abord, il y a des États décentralisés qui sont extrêmement forts. Je pense que personne ne pense, par exemple, que l'Allemagne est aujourd'hui un pays faible. Ah, je pense que Zemmour ne serait pas d'accord avec vous sur ni l'analyse historique, ni le constat politique, mais peu importe. Moi, ce que vous dites me rappelle ce qu'a dit Marion Maréchal récemment quand elle était en Bretagne, c'est-à-dire que si on n'aime pas sa petite patrie, comme elle l'appelle, on ne peut pas vraiment aimer la grande. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça ? Oui, moi j'ai toujours considéré ça, effectivement, que j'avais une patrie sentimentale, charnelle, qui était le pays niçois, une patrie historique, qui est la nation française. Puis au-delà de ce qu'on est en train de se dire et d'une dimension qui pourrait sembler un peu désincarnée ou idéologique, le pays niçois est récemment français en plus, donc on a une histoire particulière avec tout ça. Et puis je rajouterais même moi la dimension civilisationnelle. Parce que rappelons que la ville de Nice est la dernière à être le dernier comté, exactement. Le dernier à être 1860 en France en 1860, et il y a même une partie encore plus la vallée de la Roya, c'est 1947. Donc effectivement nous sommes des Français assez récents, et puis donc voilà, l'attachement effectivement à notre petite patrie locale, à notre nation historique qui est la France, et aussi un attachement civilisationnel à la civilisation européenne dans son ensemble. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça me rappelle Éric Zemmour qui a toujours dit qu'il était un Français de branche et non pas un Français de souche, ce que j'ai toujours trouvé absolument magnifique comme image. Et vous dites plus ou moins la même chose de Nice, au fond. C'est la dernière arrivée, mais ce n'est pas la moindre des patries françaises finalement. Les registres et les monuments aux morts de 14-18 démontrent que voilà, on a largement contribué à cette patrie, et par ailleurs c'est vrai que si on repart sur la modeste chose électorale, il y a toujours eu un patriotisme extrêmement fort qui s'est exprimé à Nice et dans les Alpes-Maritimes en général. Donc il y a une dimension patriotique qui s'exprime de différentes façons, mais qui est très forte chez nous. Peut-être le côté frontalier aussi qui doit jouer, même si on pourrait dire ça de plusieurs régions françaises. On va terminer cette interview. Je ne peux pas vous laisser partir sans que vous nous parliez du dossier des retraites. Alors je sais, vous n'êtes pas spécialiste du tout de la question, mais enfin vous disiez que vous aviez une fibre sociale importante. Là, on est dans un moment particulier où finalement on ne sait pas comment les choses vont tourner. On est en janvier 2023. Le gouvernement est très mal à l'aise avec une réforme qu'il veut absolument faire passer, qu'il n'a pas pu faire passer dans son premier quinquennat. La rue est contre lui, les Français sont contre lui. Reconquête s'est pas beaucoup exprimé sur la réforme, même si pendant la campagne présidentielle, les mesures proposées par Macron sont quand même très proches de celles que proposait Éric Zemmour autrefois. Donc bon, on peut imaginer Reconquête un tout petit peu gêné aux entournures sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous n'êtes pas porte-parole sur la question dans le mouvement, mais est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, savoir comment ça pourrait éventuellement tourner cette affaire ? D'abord, nos dirigeants se sont exprimés. Il y a eu une tribune qui a été publiée dans le Figaro, qui était signée par Éric Zemmour, Nicolas B, Guillaume Pelletier et Marion Maréchal, faisant entendre notre position là-dessus. C'est vrai qu'un certain nombre de mesures, à commencer par l'âge légal, sont assez proches de ce que proposait Éric Zemmour pendant l'élection présidentielle. Et le jeu, c'est pas de se dédire 6 mois après, juste pour se donner l'air d'être l'opposant absolu et permanent à tout ce qui peut être fait. C'est d'ailleurs aussi parfois la grandeur du politique de savoir dire là on est en opposition sur plein de sujets, on est en opposition philosophiquement, mais il se trouve que là sur cette réforme qui en plus en l'occurrence il faut bien le dire est quand même une réformette. D'ailleurs les macronistes eux-mêmes parlent de réforme paramétrique, ce qui veut dire qu'en fait on ne prend pas les choses réellement à la base, que sans doute on pourrait s'imaginer que dans 5 ans, dans 10 ans on se repose à peu près les mêmes questions. Donc d'abord
Sur le recul de l'âge, c'est à peu près la même chose. Il y a aussi la volonté qui avait été exprimée par Éric Zemmour d'avoir un intérêt accru sur l'emploi des seniors, parce qu'il ne s'agit pas de reculer l'âge, mais en fait de juste reculer l'âge auquel on part à la retraite en étant au chômage. Vous savez, aujourd'hui, pour un certain nombre de seniors, en fait, on se retrouve non employé de 55 ans jusqu'à sa retraite. Donc ça, c'est un sujet évidemment conteste un peu les chiffres, évidemment important. C'est en tout cas un sujet qui existe, et en fait, on ne peut pas perdre d'un côté. Donc le mouvement s'est exprimé là-dessus, d'ailleurs sans être gêné, ce que vous avez dit, parce que voilà, il y a pas de difficulté à rester cohérent sur ce qui a été défendu. C'est très impopulaire, c'est pour ça que je dis que ça pourrait être gêné par ça, parce que les Français refusent catégoriquement cette réforme. Oui, mais d'abord, elle est sans doute aussi impopulaire parce qu'elle est menée par Emmanuel Macron, qui aujourd'hui a tendance à souvent unir les gens plutôt contre lui. Et ensuite, sans doute, elle est impopulaire parce qu'elle n'est pas rendue acceptable par tout une galaxie d'autres mesures qui devraient accompagner ça. Et les Français sentent bien que finalement on leur demande un effort supplémentaire alors que de l'autre côté on ne fait pas d'effort. D'abord, il y a ce qu'il devrait y avoir des deux côtés, la natalité et l'emploi. En réalité, on ne pourra pas résoudre cette question et rester sur un système de répartition. D'ailleurs, on pourrait aussi discuter d'avoir un petit peu de capitalisation qui soit ajoutée. Nous, on n'y est pas forcément défavorable. Moi, je pense pas que ça soit un tabou. Mais sur ce système de répartition, la question centrale aujourd'hui qui est posée, c'est de savoir combien d'actifs pour combien de retraités. Voilà. Et évidemment, quand on est face à voilà, c'est ça. Et quand on est face à la génération du baby-boom, que par ailleurs la durée de vie s'est rallongée, tout ça devient extrêmement compliqué à porter, et c'est vrai que les actifs dont je suis, on se dit mais enfin on porte tout sur nous. Je vais pas relancer la discussion. Les retraités devraient plus non mais la question est simplement en l'occurrence elle est arithmétique, quoi. Je veux dire, aujourd'hui tout ce qui repose sur un peu cette classe laborieuse, ces Français qui travaillent, c'est extrêmement important. On a un état social qu'on porte, on a évidemment la question des retraites, je vais pas repartir sur le poids financier de l'immigration, mais qui est évidemment considérable, et on a au milieu de ça un nombre d'actifs de plus en plus réduit, pour des raisons générationnelles, parce qu'il n'y a pas assez d'enfants qui sont nés, et encore moins qui naissent aujourd'hui, et aussi pour des raisons d'emploi, parce qu'on a un chômage endémique et structurel, et ça c'est évidemment le deuxième sujet, et donc repose sur ces actifs tout. Et ça fait beaucoup. Et quand on croise par hasard sa fiche de paye et qu'on regarde d'un côté ce qui est payé en charge du côté de l'entreprise, parce que moi je mets les deux ensemble, et en charge du côté du salarié, c'est évidemment considérable. C'est la différence entre le brut et le net, et qui est considérable. Chacun peut le constater. Donc il y a évidemment ce sujet-là qui est central. D'un côté, la natalité, c'est-à-dire tout simplement qu'on endigue cette baisse qui continue, avec en plus le poids de l'immigration au milieu de tout cela, là aussi, il faut bien le dire, dans la question des naissances dans notre pays, et puis de l'autre côté, la question de l'emploi, c'est-à-dire pouvoir avoir enfin à nouveau une industrie qui tourne dans notre pays, protéger notre économie, nos entreprises, à l'échelle nationale et à l'échelle française, et tout ça sont des sujets qui sont complètement mis de côté. Effectivement, les macronistes parlent de cette réforme paramétrique parce qu'on ne va pas finalement sur les vrais sujets et personne n'y va. C'est des sujets qui ont été abordés d'ailleurs dans la tribune qui a été signée dans le Figaro par nos dirigeants et sont des questions centrales. Et puis à côté de ça, c'est vrai que pour que cette réforme soit acceptable, sans doute, il faudrait aussi que les Français aient le sentiment que le travail paye mieux. Et aujourd'hui, trop de Français ont l'impression qu'ils travaillent beaucoup et qui vivent mal, voire moins bien qu'avant. Je pense qu'il n'y a pas grand monde dans ce pays qui peut dire « Ah, c'est vraiment mieux maintenant en termes de qualité de vie que ce que ça l'était auparavant ». Ils ont le sentiment aussi qu'ils payent beaucoup d'impôts pour des services publics qui se dégradent. On a l'exemple aujourd'hui des hôpitaux, mais on peut penser aussi évidemment en termes de sécurité, etc. Et donc je crois aussi que on a un contexte global, des sujets qui sont pas traités, une qualité de vie, un pouvoir d'achat qui se dégrade. On voit que le gouvernement est quand même très en recul sur la question du traitement des régimes spéciaux. Et finalement, je crois que c'est aussi tout ça qui rend cette réforme très impopulaire et très difficile à accepter par un certain nombre de Français. Bon, écoutez, je vous ai posé une question dont je pensais que vous n'auriez pas de longueur de réponse à apporter et je vois que je me suis lourdement trompé. Vous avez élargi, vous avez pris de la hauteur et vous avez finalement parlé des sujets qui sont très importants pour le mouvement, c'est-à-dire réindustrialisation de la France,
politique de la natalité, politique familiale, bon, qui n'est pas abordée par le gouvernement sur cette réforme des retraites, et puis évidemment l'immigration qui est au cœur de tout. Philippe Vardon, merci mille fois d'être venu et de vous être confié avec tant de chaleur à l'achat de Reconquête. Vive Nice, et puis surtout, vive la France. On est d'accord. Merci beaucoup. À bientôt Philippe.